Jean-Florent Ibenge n'est plus à présenter dans l'univers du football en République démocratique du Congo comme en Afrique. Finaliste de la Ligue des champions CAF 2014, champion de la République démocratique du Congo 2015-2018, vainqueur de la Super Ligue de la République démocratique du Congo 2015, finaliste de la Coupe de la Confédération de la CAF en 2018 avec l'AS Vita, sélectionneur donc de la RDC puis troisième de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, vainqueur du CHAN 2016, il a été élu 50e meilleur entraîneur du monde selon le site 442. Jean-Florent Ibenge est donc là aujourd'hui, entraîneur de Renaissance Sportive Berkane. Nous l'avons suivi dans la ville orange de Berkane au Royaume du Maroc où il a accepté de répondre à quelques questions dans Échange avec. Bonjour à tous, vous êtes bien sur GFMs TV, n'est-ce pas, la télévision de l'heure. Nous sommes donc à l'encontre de l'entraîneur de Renaissance Sportive Berkane, monsieur Florent Ibenge, ex-sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir dans ce locaux, notamment pour parler de lui, de sa carrière et aussi de sa présence ici, bien sûr, en terre marocaine. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr sur YouTube, Facebook ou encore Instagram pour suivre au maximum nos informations ou encore notre actualité. Coach, bonsoir. Bonsoir. Alors coach, c'est un plaisir d'être parmi vous. Vous êtes quelqu'un qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer. Donc du coup, je vais commencer par cette question. Après votre parcours qu'on ne peut plus présenter à la tête de la sélection des Léopards du Congo et bien sûr à la tête de l'AS Vita, l'un des clubs emblématiques de la République démocratique du Congo et d'Afrique, bien sûr, vous vous installez à Berkane au Maroc. Pourquoi le choix de Berkane et le Maroc? Non, le choix a été fortuit. C'est-à-dire que on venait de terminer le championnat congolais. On avait fait un très très bon championnat, invaincu. On était champion avec 10 points d'avance, 9 points d'avance sur notre second. Et là, il y a une décision qui est tombée, nous enlevant 9 points. Et on se retrouvait à la 3e place. Donc j'étais très déçu. Et quand j'ai reçu ce coup de fil du président de Berkane, qui souhaitait me voir, donc je suis venu. On a discuté et puis voilà, je me suis engagé avec Berkane, avec ce sentiment de déception énorme qui était là derrière. Un sentiment de déception énorme. On va tout simplement essayer de dérouler cette actu avec l'AS Vita notamment parce qu'on a tous suivi l'évolution de ce championnat. On n'a pas compris pourquoi l'AS Vita n'a pas participé à la Ligue des champions africaine la saison dernière. Alors est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, résumer en disant qu'on a encore du mal en Afrique subsaharienne bien sûr, à faire preuve de beaucoup de sérieux au niveau des organisations de nos différentes ligues? Il y a des quoi qu'on doit s'améliorer. Moi je n'aime pas trop taper directement sur les doigts. J'aime toujours y aller un petit peu par petites touches parce qu'en étant en Afrique j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Il y a des gens qui font des efforts. Quand on est en dehors, on est très très critique. Quand on est dedans, on est un petit peu moins parce qu'on voit que malgré tout, il y a des circonstances atténuantes, mais parfois il y a beaucoup de mauvaise volonté. Parce qu'avec un peu plus de bonne volonté, on doit faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. On doit faire beaucoup mieux. Et tout ça, ça procède de la vision que l'on a du sport et notamment du football. Moi, depuis les années début 70, on a catalogué les sportifs de voyous. Donc souvent, quand on parle de sportifs, on a directement quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui court les femmes. Donc on a directement cet aspect péjoratif. Donc il suffit d'un qui fait ça, c'est tout le monde qui est catalogué. Ah, ces gens-là ne sont pas sérieux. Je pense que si on change de vision, on pense qu'on peut se développer grâce à ça, et la façon de gérer les choses va aussi changer.
Donc on a ce gros problème-là qui fait que on ne se donne pas suffisamment dans le sport. On ne se donne pas suffisamment dans le sport parce qu'on se dit à quoi ça sert de dépenser ou de s'écarcasser pour des idiots. Mais je pense qu'il faut... Ceux qui font du sport ne sont pas idiots. Et ils méritent vraiment qu'on prenne, qu'on fasse attention à eux parce que ça peut être un modèle de développement. Tout à fait, on reviendra d'ailleurs sur le football africain, votre vision sur le football africain bien après, mais parlons d'abord de la personne que vous êtes et surtout sur le côté, dans le côté professionnel. Vous êtes l'un des entraîneurs les plus respectés en Afrique, notamment avec ce que vous avez développé en République démocratique du Congo, tant en sélection qu'en club. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vos collègues entraîneurs subsahariens bien sûr, essayent de suivre le pas? J'espère parce que et on est là aussi pour ça. On est là aussi pour ça parce qu'on est quelques-uns à pouvoir emmener le football africain et surtout les Africains à être reconnus. Moi j'ai juste une analogie, mon autre pays c'est la France. Alors en France, vous regardez le championnat de France, même dans les centres de formation, vous regardez, il y a beaucoup de subsahariens, pour ne pas dire noirs, il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup de maghrébins. Ce sont la majorité d'ailleurs du championnat de France. Mais qui est entraîneur subsaharien ou maghrébin? Championnat de France. La question se pose. Donc, il y en a, on compte des années et des années, on peut compter. Il y a eu Jean Tigana qui est là, que je salue. Il y a eu Comboiré. Dernièrement, il y a eu Vira. Et il y a eu, comment il s'appelle, Thierry Henry. Et puis Sabri Lamouchi. Bon, il y en a peut-être quelques-uns que j'oublie. Mais c'est maigre. Oui, très maigre. Mais moi, je prends ça, j'ai un mauvais signal par rapport à ça. Moi, je prends ça comme un mauvais signal. Ça veut dire que on peut jouer. Donc, on nous donne la possibilité de jouer, même si c'est plus facile maintenant qu'à l'époque où certains jouaient, où moi je jouais au plus haut niveau amateur, parce que je faisais des études, où on n'avait droit qu'à 2 étrangers. Après, il y a eu la loi Bosman, la loi Malaja, et puis les accords de Lomé qui ont fait que maintenant c'est un peu plus facile, c'est plus ouvert. Mais malgré tout, ça donne un très mauvais signal de mon côté. Ça veut dire que tu peux exécuter, on te donne des ordres, mais le poste de direction, c'est pas pour toi. Tout à fait. Tu ne peux pas passer à l'opposé. C'est un très mauvais signal. Et ça, c'est la faute de nos dirigeants. Moi, c'est pas nos collègues, c'est la faute de nos dirigeants. Et encore une fois, je reviens sur un modèle de société. C'est-à-dire que on a tous grandi, que ce soit au Congo, au Zaïre d'avant, et Cameroun, tous nos pays subsahariens, Côte d'Ivoire pareil, enfin tous. Je crois que les études, on donne des bourses aux gens. On donne des bourses, il y a des bourses de médecine pour le Canada, des bourses d'économie pour la France. On donne des bourses pour les étudiants pour aller se... Parce qu'après, ils vont revenir pour le pays. Bien sûr. Mais j'ai jamais vu un seul pays financé pour des études de sport. Jamais. Donc, si on est moins formé, c'est aussi à cause de nos dirigeants. Et ils vont encore plus loin, nos dirigeants. C'est-à-dire que, malgré tout, quand tu arrives à te former, même par tes propres moyens, quand ils te prennent, et ils donnent encore un autre mauvais signal, c'est-à-dire qu'ils te payent moins que le collègue expatrié. Et encore une fois, je tiens à le dire, on n'a absolument rien contre les collègues étrangers. Au contraire, moi je ne suis pas sectariste, je suis au contraire quelqu'un qui ouvre. Et là, ils nous refont encore du sectarisme. Vous êtes moins payé que les étrangers. Quand vous demandez un stage, c'est un problème. Quand eux demandent un stage, bras ouverts. Donc on vous met dans les mauvaises conditions et mauvaises conditions de paiement. Et quand on vous donne un salaire pour être payé, c'est la croix et la bannière parfois. Donc voilà, ça procède encore d'une volonté de nos dirigeants qui sont coupables de cela.
Il y a toujours encore ce problème au niveau du management des encadreurs techniques et même des joueurs en Afrique subsaharienne. Notamment, on parle aussi beaucoup plus aussi de la formation qui n'est pas aussi celle escomptée. Est-ce que vous pensez que vos collègues entre guillemets ne peuvent pas être pointés du doigt, parce qu'aujourd'hui aussi on voit beaucoup plus de footballeurs qui vont se performer du côté de l'Hexagone. L'Afrique ne garde pas entre guillemets sa crème dans le continent. C'est normal parce que c'est pas en Afrique qu'il y a le football le plus compétitif. Donc même si quand tu as du talent, vous allez essayer d'aller le plus loin possible, c'est humain. Donc pour l'instant, les autres ont mis les moyens pour pouvoir faire le football le plus élevé possible. Nous, on n'a pas mis les moyens. Donc celui qui a envie d'exceller, évidemment, il va tout faire pour aller ailleurs. Ça, c'est normal. À nous, encore une fois, d'organiser notre football. À nous, c'est pas la faute des autres, c'est la nôtre. On est ici, nous sommes au Maroc. Tu habites au Maroc. Ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Je le dis encore une fois. C'est pas honteux, c'est la réalité. Ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Dernièrement, beaucoup de pays africains n'ont pas pu jouer chez eux parce que les stades ne sont pas conformes. Où sont-ils venus jouer? Au Maroc. Ils sont venus jouer au Maroc. Et le Maroc était capable d'organiser 18 matchs, 20 matchs, donc dans des stades homologués FIFA. Donc ils en ont. Ils ont les équipements, ils ont les routes, ils ont les hôtels, ils ont tout ça pour pouvoir organiser quelque chose de... Ils ont les aéroports, ils ont tout pour pouvoir organiser tout ça. Donc on ne peut pas... Ils mettent la volonté. Au-delà de ça, donc ils mettent les moyens au niveau des infrastructures, ils mettent les moyens au niveau de la formation. Parce qu'on voit qu'il y a des centres de formation. Le centre de formation Mohamed VI. Il y a des centres de formation. Non seulement Mohamed VI, mais vous étiez à Saïdia tout à l'heure. Oui. Il y a un centre régional. Tout à fait, oui. Et mais vous n'avez pas visité le centre de Berkane. Donc ça, c'est celui du club. Mais il y a aussi un centre régional. Donc ils mettent les moyens pour pouvoir former leur jeunesse dans le sport. Et après, qui forme ces gamins-là? Vous avez parlé tout à l'heure des entraîneurs. Ce sont les éducateurs. Et ils mettent les moyens pour les éducateurs. C'est le seul pays africain où il y a une licence pro. Donc, ils mettent les moyens dans les infrastructures, dans la formation, mais aussi dans la formation des cadres. Donc, voilà. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire ça? C'est ça, il faut suivre le pas du Maroc. Et je vais quand même... c'est un pays africain. C'est un pays africain, bien sûr. Je vais revenir aussi sur cette question infrastructurelle. Vous êtes quitté, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Vous êtes arrivé au Maroc avec toutes les installations dont vous avez cité tout à l'heure. En dehors, n'est-ce pas, de ce cadre-là, au niveau des infrastructures, quel est un autre, comment dirais-je, un exemple de différence entre le football subsaharien et celui de l'Afrique du Nord, sortant du cadre infrastructurel? On sort du cadre infrastructurel, on est dans la formation, c'est déjà la différence, même si on se forme, mais la formation, il y a des niveaux. C'est comme quand vous allez à l'école. Quand vous êtes en 3e primaire, vous n'avez pas les mêmes matières que quand vous êtes en 6e, je veux dire, ou en terminale. Vous n'avez pas les mêmes matières. Quand tu es en terminale, tu n'as pas les mêmes matières qu'à l'université. Déjà, si les autres sont arrivés à la licence pro, c'est qu'ils sont au summum déjà au niveau de la formation. Donc, il y a déjà cette différence. Et on le voit quand on joue. Ici, tu joues au championnat marocain, tu vas trouver beaucoup de différences, des équipes qui jouent avec des organisations différentes, 3-5-2, 4-4, 4-4-2, 4-3-3, donc c'est un petit casse-tête. Souvent en Afrique, tu trouves le 4-3-3, partout où tu vas, il y a un seul système. Donc voilà, il y a une différence. Il y a une différence déjà à ce niveau-là. Ensuite, la différence salariale. Maintenant, les pays africains ont pensé aller tout le temps en Europe. Maintenant, on voit qu'il y a des Européens, maintenant, des joueurs qui jouent, même en première division des championnats européens, qui viennent jouer au Maroc maintenant. Parce qu'ils ont des salaires
qui sont supérieurs ici au Maroc que même en Europe. Donc voilà, ils mettent les moyens. Et pourtant, le Maroc n'est pas réputé pour être le pays le plus riche du monde. Coach, revenons un peu au niveau de votre passage en sélection nationale. Vous avez eu à gérer des cadres, des hauts du football africain et mondial. À cette époque, quand même, on a vu une équipe congolaise qui était assez sereine et qui titillait, n'est-ce pas, les gros noms du football africain. Alors, comment Monsieur Ebengue, qui, je dirais, était frais au niveau de l'encadrement, on ne le connaissait pas déjà trop, a pu, n'est-ce pas, équilibrer les choses, notamment le vestiaire et puis aussi la gérance du coup au sein de cette équipe de Léopards? Non, j'ai eu un discours au départ qui était de dire qu'on devait travailler ensemble. Et je sais que mon premier discours, quand j'ai été nommé en équipe nationale, j'ai été nommé en équipe nationale après avoir travaillé dans des clubs. Donc, mon premier discours, mes collaborateurs, donc tous les intendants, tout le monde, je savais où j'allais. Je leur ai dit que j'allais pas rester longtemps, mais que je voulais qu'à mon départ, il y ait à nouveau un technicien congolais. Ça, c'est mon premier discours. Et j'ai demandé à tous mes collaborateurs de faire beaucoup plus que ce qu'ils ne faisaient avant. Parce qu'on ne sera pas jugé comme les autres. On ne sera pas jugé. Donc, c'est mon premier discours. J'ai dit à celui qui ramasse les ballons, il dit, bah, si tu ramasses les ballons avec moi, il faudrait que tu les ramasses encore mieux. Il faut qu'on soit conscient que quand on va quitter là, avec les moyens qu'on a, qu'on n'ait pas trop de regrets. Qu'on laisse quelque chose. Et qu'on laisse quelque chose, qu'on dise, ben, ils sont capables quand même de faire quelque chose. Et après, bon, tu ne pouvais pas avancer tout seul. Il faut avoir un discours. C'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain. Donc j'ai contacté les joueurs. Ça n'avait pas été très difficile pour moi parce que venant de l'Europe, et quand je jouais déjà, je me suis toujours intéressé aux joueurs congolais. Donc je savais toujours, même quand je jouais, qu'il y avait un Congolais qui jouait dans le sud de la France. Je savais, je regardais dans France Football. Et j'ai toujours gardé ça, ce contact-là. Du coup, pour pouvoir faire un brassage, ça n'a pas été difficile. J'ai envoyé un message à tous les Congolais, notamment aux binationaux. Donc j'ai listé à peu près une centaine de noms. À l'époque, les gens m'avaient pris pour un fou. Il y en a qui croyaient que j'allais convoquer une centaine de personnes dans un regroupement. Au contraire, je leur avais envoyé un message pour dire, voilà, vous êtes binational. Il ne faut pas prendre ça comme la nationalité, enfin, jouer pour le Congo comme quelque chose de nul. Au contraire, c'est une chance. Vous avez envie de jouer pour la France, la Belgique, l'Angleterre, mais vous avez une chance par rapport aux autres, vous avez deux possibilités. C'est-à-dire, si on ne te prend pas dans cette équipe-là, tu peux jouer aussi pour le Congo. Et si vous venez tous, puisqu'en championnat, vous jouez contre tous les meilleurs, mais si vous vous réunissez tous, vous pouvez faire quelque chose de bien sans avoir peur de qui que ce soit, et on peut aller en Coupe du Monde. Parce que la dernière fois qu'on est allé, c'était en 74. Donc ça a été mon discours. Et je leur ai dit, quand vous allez venir, on n'est pas la France, on n'est pas la Belgique, on est encore le Congo avec nos imperfections. Mais quand vous venez, venez avec un gros cœur. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui, vous voyez que ça ne va pas, ben vous venez, on en parle pour améliorer. Mais ne venez pas avec l'idée, oh ici c'est pas bien, c'est pas machin, là-bas on fait ça. Si c'est ça, ne venez pas. Et la meilleure des choses, c'est que venez quand c'est un match amical. Vous venez voir comment on fonctionne. Si ça vous plaît, vous venez. Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Et après, ben, vous ne vous plaignez pas parce que vous êtes venu avec la possibilité de ne pas accepter. Donc quand tu viens, mais en toute connaissance de cause. Mais si tu viens et après tu commences à te plaindre, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut venir avec un gros cœur. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben on améliore. Donc on s'est mis ce deal, on a travaillé ensemble et on a pu faire les résultats qu'on a fait. Donc c'est l'occasion de dire un grand merci à tous, mes collaborateurs, les joueurs qui sont arrivés et aussi les dirigeants. Les dirigeants qui m'ont franchement laissé travailler.
souvent j'entends, il y a eu des interventions d'un tel, un tel, un tel. Pas un seul ministre n'est venu me voir. Et encore moins. Influencer jamais. Voilà, une décision, une sélection. Jamais, jamais. Et pas le président de la fédération. Constant Omar, il m'a laissé travailler, même ses assistants, que ce soit le président Théo Binamong ou le président Bobo, ils m'ont laissé la latitude de travailler, de faire mes choix. Ils ne sont jamais, mais alors jamais intervenus. Et ça, c'est un grand merci que je voulais leur envoyer. Et à tous les ministres aussi, parce que j'entends en Afrique, bon, je ne peux pas commenter. Ce sont toujours des choses qu'on entend. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Que le ministre est intervenu là-bas, que le président de la fédération est intervenu. En tout cas, dans mon cas, ça n'a jamais été le cas. Et voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait notre force, parce que chacun a donné le meilleur de lui-même là où il était. Donc voilà. Vous gagnez le CHAN avec l'équipe nationale A' du Congo. Là, vous n'êtes pas avec les professionnels. Là, vous êtes avec des joueurs locaux et je crois vous l'avez gagné 2 fois. On a gagné 2 fois, mais la première fois c'était avec mon vieux que je salue, Santos Moutoubile. Oui. Ils avaient gagné en Côte d'Ivoire, oui. Et moi, nous on a gagné au Rwanda. Voilà, et de là, n'est-ce pas, ça commence à parler. Encore une fois, comment se fait, n'est-ce pas, ce mixage, lorsqu'on sait qu'il y a des joueurs du tout-puissant Mazembe, il y a des joueurs de Vita Club, il y a des joueurs de Daring Corp, Moutima Pembe, avec, n'est-ce pas, ces matchs chocs qu'on a toujours eu en championnat. Comment vous parvenez, n'est-ce pas? Non, facilement. L'équipe nationale reste l'équipe nationale. C'est une unité commune. L'équipe nationale reste l'équipe. Quand vous avez des querelles entre guillemets intestines, ça reste là-bas. Quand c'est l'équipe nationale, vous avez le même maillot et tout le monde doit aller dans le même sens. Non, il n'y a jamais eu ce problème-là. Jamais. Évidemment, quand vous sortez une sélection, il y a toujours des gens qui parlent parce qu'ils se disent oh mais non, mais on essaie de faire des quotas. Ouais. Ah, il y a autant de joueurs de telle équipe, il y a autant de l'autre, mais ça, j'en ai jamais tenu cure. C'est quel que soit l'endroit d'où tu venais, si tu méritais de jouer, tu étais pris. Il n'y a pas eu de favoritisme de ma part, en tout cas, par rapport à un club. Mais je me souviens, à nouveau, on est du premier discours. Bon, les joueurs sont là, ils sont pas. Comme j'ai parlé de mon premier discours avec mes collaborateurs, on peut vous avez le loisir de les interroger pour savoir si je mens ou pas. Et là, tous les joueurs qui étaient là au stage aussi, le premier stage pour le CHAN, mon discours c'était ça. Donc vous êtes venus là, mettez-vous en tête tout de suite qu'on part au Rwanda pour gagner. Donc on s'est mis en tête déjà, dès le premier entraînement, ça a été mon discours. Donc on travaille pour aller gagner. Et ça a été ça. Et on s'est attelé vraiment du début à la fin. On s'est mis un objectif et on a travaillé dessus et on n'est jamais sorti de là. Donc encore une fois, ça n'arrive pas toujours. Hein. Ça n'arrive pas toujours, ça c'est la vérité, parce que tout le monde a envie de gagner. Mais les joueurs avaient du caractère. Et on avait la chance à cette époque-là d'avoir des équipes. Le TP Mazembe qui gagnait la Coupe d'Afrique, V-Club qui arrivait en finale. On a eu une fois demi-finale, Vita et Mazembe en demi-finale de la Ligue des Champions. Oui. Donc c'était pas un hasard, ça veut dire qu'il y avait des joueurs de grande qualité. Et ces joueurs de grande qualité, ils ont augmenté encore leur qualité, et je reviens un petit peu sur le problème des entraîneurs étrangers. Parce qu'on va croire qu'on ne veut pas des entraîneurs étrangers. Au contraire, bien au contraire, je suis pour ça. Parce que pour créer une révolte peut-être? Non, pas une révolte, mais je veux dire, se regrouper sur soi, c'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que vous dites, coach, que vous êtes aujourd'hui considéré, ça il faut le dire, comme le meilleur entraîneur que la RDC est connu, je veux dire localement parlant, avec ce que vous avez démontré? Est-ce que vous dites, bon, je ne veux pas rester sur ça, l'arrivée peut-être d'un entraîneur étranger peut faire en sorte que j'augmente encore mes capacités? Non, mais pourquoi je dis ça? Tout simplement, je reprends encore l'époque de la France. Oui. Avant, la France était fermée. On était fermé avec le nombre d'étrangers limité, mais la France ne gagnait jamais rien. Tout à fait, oui. La France ne gagnait jamais rien. On a ouvert.
il y a eu beaucoup plus de joueurs étrangers. Mais la France a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils se sont mis dans la formation. Et en formant leurs propres joueurs, leur équipe nationale a pris de la valeur. Même si le championnat de France n'est pas le meilleur, mais tous les grands clubs, vous trouvez des joueurs français. Ouais. Ce qui fait que ces joueurs ont côtoyé des grands joueurs étrangers. Ils ont pris chez ces joueurs étrangers, ils ont bonifié et ça a servi à toute l'équipe de France et à toute la France. Et la France maintenant gagne des Coupes du Monde et grâce à la formation. Tout à fait. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de ne pas se recroqueviller, mais au contraire de se servir aussi, de s'ouvrir, d'avoir de l'adversité pour pouvoir avancer. Alors le fait qu'il y ait des étrangers qui arrivent, ça gêne pas. Ça gêne pas. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a la discrimination envers ceux qui sont sur place. Travail égal, salaire égal. Tout à fait. Entre guillemets, parce que là on est dans le monde. Tout à fait. Alors, vous êtes au Maroc, vous arrivez à Renaissance Berkane, c'est quand même aussi un bon début avec cette équipe. Depuis le début de la saison, vous n'avez perdu qu'une seule rencontre sur, je pense, 13 matchs, toutes compétitions confondues, si mes souvenirs sont bons, Coupe de la CAF et championnat. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Vous arrivez, vous découvrez le championnat marocain, il y a l'environnement, il y a la langue, il y a également aussi la qualité du travail, des infrastructures et même la mentalité des joueurs. Mais vous parvenez, n'est-ce pas, à mettre cette équipe à un niveau où elle doit être, même s'il y a encore du boulot à faire. C'est quoi le secret? Moi, j'ai pas un autre secret à part le travail. On essaie de travailler de la meilleure façon pour pouvoir ne pas perdre les matchs déjà, essayer de les gagner. Et si on ne peut pas gagner, ne pas les perdre. Ça, c'est la mentalité. Elle a toujours été. On ne peut pas toujours gagner, mais ma mentalité a toujours été celle-là. Et de mes expériences, même de mes discours, quand je rentre sur le terrain, j'ai envie de gagner. Même si je sais que l'adversaire est potentiellement plus fort que moi. Mais j'ai envie de gagner. C'est aussi ça qui a fait les résultats de la RDC, c'est de ne craindre personne quand j'étais là, parce que je m'en foutais de qui était en face. Je m'en fous. Je sais que ce sont des grands joueurs qu'on respecte. Mais sur le terrain, pendant 90 minutes, j'ai même pas envie de savoir qui est ce monsieur-là. Ouais. Qui est ce monsieur-là, même dans mes discours. Je prends le cas du match qu'on gagne en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'avait pas perdu sur son terrain, sur son stade, avec des merveilleux joueurs que j'appelle Fierté d'Afrique. Ils nous ont battus au match aller chez nous. On va chez eux et là, la révolte est un peu en moi. La révolte est un peu en moi parce qu'il y avait eu des commentaires au match aller qui ne m'avaient pas plu. Ouais. J'ai eu l'occasion de lui en parler à Philippe Doucet. Ouais. Parce que après ce match, on a fait un reportage, on fait une émission dans notre hôtel et il avait dit qu'on était éliminés. Alors qu'il restait une chance. Donc, ouais. Quelque part, et je lui ai dit, tu m'avais boosté ce jour-là, ouais. Je voulais te... Voilà, donc quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais vraiment un peu ce truc-là. Et des merveilleux joueurs comme les Yaya Touré. Ouais. Mais dans ma causerie, j'ai dit, celui-là c'est le numéro 10. Ouais. J'ai pas appelé Yaya Touré. Ouais. Là, c'est le numéro 10, celui-là c'est le 7, celui-là c'est machin. Ouais. Donc je voulais pas appeler leur nom. Après le match, ce sont des joueurs que je respecte énormément. Mais sur le terrain, on s'en fout. Oui, est-ce que Florent Ibengaya, n'est-ce pas, ce monsieur timide, je dirais, entre guillemets, calme, qui ne parle pas trop, mais un tout petit peu caractériel, quand il est, n'est-ce pas, dans son milieu, dans son monde? Caractériel, non. Caractère, oui. J'ai mon caractère. Caractériel, non. Mais c'est vrai que quand je jouais, j'étais entre guillemets, ce que disent les Français, une teigne. Ouais. Bien que petit comme je suis là, ouais. Mais je me laissais pas faire sur un terrain, il a raison, hors de question. Et c'est ça qui fait que les joueurs vous respectent? Non, les joueurs respectent parce que tu as la personnalité, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce qu'ils voient. Donc voilà, c'est pas parce que tu cries
qu'on va forcément te respecter, non? Pas du tout. Alors coach, vous arrivez au Maroc, c'est toute une autre mentalité, une autre culture, un autre environnement infrastructurel et autres. Et puis il y a ce mixage-là, des joueurs marocains bien sûr et des joueurs étrangers. Comment est-ce que vous faites, n'est-ce pas, pour essayer de garder l'équilibre et d'avoir, n'est-ce pas, des joueurs qui parlent d'une même voix et qui regardent vers la même direction? Moi, je pense que il faut être juste. Ça, c'est mon discours. Moi, je ne connais pas ces histoires de couleurs, de tribalisme. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Donc, moi, j'ai un groupe de travail. Je ne regarde pas. Celui-là, il est noir. Celui-là, il est marocain. Je ne regarde pas. J'ai envie de gagner. Ah ben voilà. J'ai envie de gagner le match. Tu me donnes, tu mérites de jouer, tu joues. Et c'est tout. J'ai pas de... Et quand tu es juste comme ça, je crois que tout le monde le voit et tout le monde a la possibilité de jouer. Et puis ben, ça passe aussi par le dialogue. Quand il y en a un, et quand vous enchaînez, comme on vient de faire 7 matchs en 21 jours, je crois que tout le monde a la possibilité de jouer pour ne pas trop blesser vos joueurs. Donc voilà, tout simplement, il faut faire confiance à son groupe et l'utiliser avec cette capacité de travail qui fait que on arrive à avoir des bons résultats. Et je pense que c'est ce que j'ai eu au Congo. C'est ce que j'ai eu au Congo. J'ai mis cette concurrence. Cette concurrence qui fait que même quand tu venais, que tu étais pro, tu devais montrer l'exemple pour pouvoir jouer. Il ne suffisait pas de venir pour jouer. Avec le statut de professionnel. Voilà, il ne suffisait pas. Et les gars l'ont bien fait, ils l'ont bien compris. Et quand avec leur qualité de professionnel, quand ils arrivaient, sachant qu'ils devaient, malgré cet environnement, donner un peu plus, donc ça a montré les résultats qu'on a pu faire. Alors coach, vous arrivez avec cette équipe de Berkane à, n'est-ce pas, titiller le Raja, le Wydad, bien sûr, même si ils sont devant le championnat. N'est pas encore terminé, il faut le dire. Quand vous arrivez quand même, est-ce que le discours des dirigeants est celui, n'est-ce pas, de venir et de prendre, n'est-ce pas, la tête, n'est-ce pas, au niveau de Berkane va gagner. Berkane va gagner un jour. Avec ou sans moi, Berkane va gagner parce qu'on a un président qui est très volontariste et il est dans cette logique. Il s'en fout d'où tu viens. Je me souviens à une discussion avec le directeur du centre de formation. Le directeur du centre de formation devait prendre un entraîneur et il lui dit oui, c'est quelqu'un qui est de Berkane. Et il dit je m'en fous. Il dit je veux le meilleur. Ça, c'est le discours du président de Berkane. Qu'il vienne d'où il veut, je m'en fous. Qu'il soit de Berkane ou pas de Berkane, je m'en fous. Trouve-moi le meilleur. C'est ça le discours du président. Et il est en train de prendre de l'avance. Dommage que vous n'avez pas eu la possibilité de visiter le centre de formation. On le fera un jour. Donc, avec le centre de formation qu'il a mis en place, tout ce qu'il est en train de mettre en place à Berkane, il y va pas à pas. Il prend les ingrédients qui font qu'on gagne. Donc, il y va pas à pas et il finira par gagner, ça c'est clair. Alors, je préférerais que ça soit avec moi, évidemment, mais je ne m'inquiète pas du tout pour Berkane avec cette volonté du président, on finit par gagner. Oui, aujourd'hui quand même Berkane est 4e en championnat. Est-ce que l'objectif de cette saison est d'aller chercher le titre ou une place On a terminé à la 4e place. Quand je suis arrivé, il restait 5 matchs de championnat. Donc en 5 matchs... Et je rappelle que vous étiez au milieu du tableau. Oui, mais le championnat est très difficile parce que ici tout le monde peut battre tout le monde. Les équipes se tiennent à très peu. À part le Raja et le Wydad qui ont, avec l'habitude, disons, de l'avance sur les autres. Mais on a réussi sur les 5 derniers matchs à gagner 4 matchs et à en perdre un, ce qui nous a propulsé à la 4e place. Et on a pu faire la Coupe d'Afrique cette année. Donc l'objectif, je crois que c'est humain.
quand on est un peu ambitieux, c'est toujours d'essayer de faire mieux. Donc on a terminé à la 4e place. Là, cette année, on veut terminer sur le podium. On a envie de terminer sur le podium. Parlons donc de ce match qui vous oppose à l'armée, à l'APR, FC du Rwanda, l'armée patriotique du Rwanda. Match aller 0 but partout à Kigali. Et puis cette rencontre ce dimanche, un match retour. Est-ce que le match aller, ce score de 0 but partout ne vous inquiète pas autant? Non, c'est un score compliqué. C'est un score compliqué. J'aurais préféré faire match nul 1-1 par exemple, avec le but qu'on n'a pas marqué là-bas. Mais bon, on est à domicile, on se doit de rentrer dans cette phase de poule. Donc on n'a pas le choix, il faut gagner. Avec une victoire absolument. Absolument. Même si on doit aller au bout du bout, au tir au but, on doit avoir cette idée de rentrer dans la phase de poule. On est en compétition. Quand on est en compétition, on a envie d'aller le plus loin possible. Mais on a un objectif et il y a des étapes. Alors, la première étape en Coupe d'Afrique, je me suis toujours donné cette étape-là, c'est de rentrer dans la phase de poule. C'est comme vous êtes aux études, vous avez envie d'être ingénieur, mais si vous n'avez pas votre bac, vous ne pouvez pas continuer. Donc, la phase de poule, c'est vraiment pour moi l'objectif minimal. Donc il faut absolument rentrer dans cette phase de poule parce que c'est un mini championnat. Et là c'est une autre compétition pour pouvoir sortir parmi les 2 premiers. Alors vous suivez quand même l'actualité sportive en République démocratique du Congo avec notamment les performances de la sélection nationale, les Léopards. Et il y a, n'est-ce pas, cette élimination en Coupe d'Afrique des Nations qui se joue juste à côté au Cameroun. Est-ce une déception? Oui, évidemment, parce qu'on reste supporter déjà depuis la naissance, mais quand on est passé par là, on reste supporter, on va dire, incommensurable. Si vous allez sur mon profil WhatsApp, ça dit tout. Sur mon profil WhatsApp, ça dit tout. C'est RDC dans mon cœur. Et là, c'est référence à l'équipe nationale. Donc oui, c'est une déception de ne pas y aller, mais moi, je passe toujours au-delà de la déception. Parce qu'il y a aussi des grandes nations dans le football mondial qui ont raté. Ici, on voit là, bientôt, pour la Coupe du Monde par exemple, ça sera soit l'Italie, soit le Portugal. Tout à fait. Donc ce sont des très grandes nations, mais qui vont rater. La Côte d'Ivoire déjà. Et la Côte d'Ivoire qui est out, ce sont des grandes nations. L'Afrique du Sud ne participera pas aussi à la Coupe d'Afrique des Nations. Tomber, on peut tomber, mais il faut se relever. Donc là, on est tombé cette fois-ci. Quand j'étais là, on a eu le bonheur de participer à 3 fois, à 3 coupes consécutivement. On a un coup d'arrêt, mais je ne suis pas abattu. Je sais que si on y met les ingrédients. Oui, les ingrédients. Et parfois, je dis, en tombant, on apprend beaucoup plus pour plus commettre les mêmes erreurs. Je reviendrai un petit peu sur la qualif qu'on a ratée de la Coupe du Monde. On a raté la qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, ça reste une plaie béante. Tout à fait. Mais en reprenant les ingrédients, on a arrangé les choses. Il y a une chose qu'on avait ratée par rapport à ce match-là. On avait mal géré, par exemple, l'autre voyage. Notre voyage retour de la Tunisie, on l'avait mal géré. Depuis, maintenant, les voyages se passent mieux. Et ça, ben voilà, on a appris au moins, ne fût-ce que de là. Ces erreurs. Oui, on ne peut pas toujours tout savoir. On ne peut pas toujours tout savoir. Et bon, voilà, ça fait au moins une des choses qu'on a pu apprendre. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais au moins une qu'on a pu améliorer beaucoup plus facilement que si on était passé, parce que si on était passé, on allait trouver que c'est peut-être normal tout le temps de faire ça. Donc voilà. Mais en dépit de tout, il y a cette qualification pour le dernier tour qualificatif à la Coupe du Monde. On y est, et là je suis à 2000% derrière, à 2000% derrière, et c'est le moment de dire un petit peu à tout le peuple congolais, parce que on a raté, depuis 1974 on y était. On a raté la dernière là, de très peu. De très peu. De très peu. Donc maintenant, on est à... Ça se rapproche de plus en plus. À un match aller-retour, ça se rapproche. Je dis oui, on est tombé, il faut apprendre pour pouvoir y aller. Donc ça se rapproche de plus en plus. On est à 2 matchs pour y aller. Donc
j'aimerais que vraiment tout le monde soit derrière pour pousser cette équipe. Et s'il y a toujours des gens qui aiment des polémiques, s'il vous plaît, laissons cette équipe travailler dans toute la sérénité pour qu'on puisse aller au Qatar. Pour cette équipe, n'est-ce pas, puisse retrouver la Coupe du Monde. Mais il y a ce dernier carré avec les 5 équipes qui sont dites meilleures en Afrique aujourd'hui. Pour vous, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal, il y a la Tunisie, il y a le Maroc. Et voilà. Pour vous, le choix serait lequel pour la République démocratique du Congo? Aucun. Non. J'ai toujours coutume de dire qu'un tirage au sort n'est bon qu'à posteriori. A priori, on peut ergoter, mais c'est a posteriori. Quand tu passes, que tu peux dire que le tirage au sort était bon, parce que le football est tellement compliqué. Tu peux te réjouir, j'ai un bon tirage au sort, et puis après, tu sors de là, tu es marié. Non, il n'y a pas un adversaire particulier qui moi me fait peur. Je dis que sur un match en aller-retour, on ne sait pas, peut-être que ça sera sur un seul match, mais si on s'y met cette mentalité de se dire, comme j'ai dit tout à l'heure, là c'était Yaya Touré exceptionnel, mais je ne l'ai pas appelé Yaya Touré ce jour-là. J'ai appelé son numéro. Le 10. Et pourtant, il nous a fait du mal, il nous a marqué des buts encore, il nous a mis un but magnifique encore ce jour-là. Ouais. Mais on a gagné. Donc, on a oublié les noms des gens qui étaient en face de nous. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des très très grands joueurs. Vous prenez l'équipe du Sénégal, il y a des très grands joueurs, à commencer par le gardien. Oui. Dans toutes les lignes. Salut monsieur Cissé. Edouard. Pas Edouard. Edouard c'était un autre. Là c'est Aliou. Oui, là c'est. Il y a beaucoup de Cissé aussi. vous tirez toujours du côté de vos collègues. Oui, voilà. Oui. En plus c'est un petit frère, donc je suis avec lui à 2000%. Aliou, voilà. Ouais. Donc voilà, il y a des merveilleux joueurs, les Sadio, bon voilà, je cite Sadio pour pas citer les autres. Tout à fait. Parce que c'est la fierté de l'Afrique. Tout à fait, c'est lui qui tire. Ça fait partie de la fierté de l'Afrique. Vous prenez le gardien, c'est une fierté d'Afrique. Les champions d'Europe, la Ligue, voilà, gardien, champion d'Europe. Et donc tout ça, ce sont des gens qui jouent pour des sélections africaines et qui jouent au plus haut niveau. Tout à fait. Donc c'est magnifique, mais en aller-retour, tout est possible. On va gommer leur nom. C'est normal, pendant 90 minutes, c'est normal. Et c'est la même chose, vous prenez des Mahrez en Algérie, hein, c'est aussi l'occasion de saluer le coach. Jamel, il fait des choses extraordinaires. C'est aussi un enfant de l'Afrique. Donc voilà, des choses extraordinaires, une superbe équipe, mais sur 90 minutes, tout se jouera sur le terrain. Voilà. Alors coach, on va sortir avec le sujet concernant le football africain en général, sur le plan général. Vous qui êtes, n'est-ce pas, un technicien, celui-là qui, n'est-ce pas, a parcouru les stades, a côtoyé les acteurs. Alors, comment vous entrevoyez le football africain? Comment le vivez-vous? C'est un grand problème de vision et de volonté politique. La volonté politique doit être majeure. Cette volonté doit pouvoir changer il faudrait qu'on change la vision de du football, de ce qu'on entrevoit dans le sport. C'est quoi le sport? C'est la bonne question à se poser. C'est quoi le sport et où peut-il nous emmener? Ça, ce sont nos politiques qui doivent se poser cette question. On a l'habitude dans nos politiques, on regarde tout ce qui est budget, ce qui est machin, ce qui est la formation, comment on sera dans 5 ans. Mais comment y arriver? Moi je pense que dans les pays, la stratégie on met en place. Moi je pense, il y a beaucoup de choses à faire. On doit faire des hôpitaux, on doit faire
Je suis très peu critique, mais c'est une voie. Moi, je suis juste un observateur. Quand je vais partout en Afrique, la majorité de la population est jeune. Est-ce que vous pensez, coach, qu'en Afrique, on se contente du fait qu'on a du talent, mais qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, mettre ce talent-là en exergue avec... Non, mais les éducateurs parlent de plus en plus, mais ce ne sont pas les éducateurs qui ont des moyens. Il faut les aider. Il faut les aider. Moi, je vois avec la direction technique nationale au Congo, on s'y est mis, nous, les entraîneurs. Tous les entraîneurs congolais, quand je suis arrivé au début, il y avait cette guerre entre guillemets, je ne sais pas d'où elle venait, on se saluait même pas. Tu es entraîneur de Vita, tu ne pouvais pas entraîner l'entraîneur de DSMP ou de Mazembe. C'est pas qu'au Congo, coach. Oui, non, mais moi je suis arrivé, l'entraîneur de Dering, je le connaissais d'avant. Et les supporters ne voulaient pas qu'on se salue. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je connais le Sadis depuis longtemps, je ne vais pas le saluer. Mon éducation ne m'a pas appris ça, mais mes parents m'ont appris qu'il fallait saluer les gens. L'entraîneur de Mazembe à l'époque, c'était Lamine Diaye. Oui. Lamine vient jouer, on se retrouve au stade. Oh non, pas comme ça. Je dis, comment ça, pas comme ça? Et nous, les éducateurs, les entraîneurs, on s'est mis ensemble. On est peut-être le corps de métier où on s'entend très bien. Pendant 90 minutes, rivalité terrible. Mais après ça, il n'y a pas de souci. On s'appelle et voilà. Donc c'est comme ça que ça doit marcher. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et on s'est mis, parce qu'on avait un seul directeur technique national à l'époque, pour couvrir un pays comme 4 fois et demi la France, sans collaborateurs. Donc là maintenant, il y a un nouveau... Voilà. Et là on s'est mis en place. On s'est mis en place parce qu'on sait que notre football doit pouvoir avancer par rapport à là. On a une très grande masse. La politique technique nationale, c'est pas compliqué. Elle se définit par partir de la masse vers l'élite en passant par la formation des cadres. Voilà. Si on a ça, on a compris à peu près une politique technique nationale. Qu'on a une grande masse. Il faut essayer de l'emmener encore plus grande à jouer au football. Donc essayer de l'emmener tous ces gamins-là. Et c'est ça l'Afrique. Partout, la population est jeune et la population fait du sport. Et notamment du football. Pieds nus, parce que c'est moins cher, parce que ce sont nos conditions. On joue au football. En pleine rue. Alors, si on change cette vision, parce qu'on est tout le temps en train de se plaindre, il y a des gamins de la rue, des gamins qui ne vont pas à l'école. Mais si on a cette politique, et elle ne vient pas de moi, hein, elle vient de la France. Moi, je l'ai appris en France. Ouais. Si on met du sport à l'école, on dit, bah, on a des gamins qui aiment le sport ou qui aiment la musique. Celui-là, il aime le foot, celui-là, il aime le basket, celui-là, il aime le volley. On met ça à l'école. Le gamin va faire ça à l'école. Ouais. Au lieu de traîner dans les rues. C'est une vision qui change. On a des gamins qui traînent les rues. Pourquoi ils traînent les rues? Après, ils vont faire quoi? Ils font des petits larcins. Tout à fait. Et après, on dit non, c'est des enfants sorciers. Des enfants... Non, les enfants ne sont pas sorciers. Mettez-les à l'école avec ce qu'ils aiment. Et donnez des contrats d'objectifs. C'est-à-dire que le gamin va rentrer à l'école. Mais tu lui dis, mon petit gars, si tu ne travailles pas en français, si tu ne travailles pas en maths, si tu ne travailles pas en histoire géo, je t'enlève de ce cursus de sport. Résultat des courses, elle s'y arrive, le gamin, il s'y met. Et tu sais ce qui se passe en France? Les gamins qui sont dans la filière sportive ont des moyennes générales supérieures à ceux qui ne sont pas dans les moyennes, dans les sections sportives. Donc ça veut dire que quand tu joues au sport, au foot, tu joues au basket, au volley, tu n'es pas idiot. Pas idiot, bien sûr. Au contraire, ils ont des meilleurs moyens que, entre guillemets, peut-être les fils à papa qui sont bien en place. Donc le gamin va travailler. Et il va tellement bien travailler qu'il va réussir. Et il ne va pas forcément réussir au football. Et s'il ne réussit pas au football, qu'est-ce qu'il va devenir ce gamin? Le gamin qui était dans la rue va devenir médecin. Le gamin qui était dans la rue va devenir architecte. Le gamin qui était dans la rue va devenir manager, va devenir maçon. Et au lieu d'envoyer des bourses à quelques petits privilégiés, parce que ce sont les fils de tel ministre ou machin, bah, eux ils ont le droit d'aller en Europe faire de l'économie, ceux-là ils ont le droit d'aller faire médecine,
Mais là, c'est tout le monde qui en bénéficie. Tout à fait. Donc, en se servant du prétexte du sport, on peut développer nos pays. Tout à fait. On peut développer parce qu'il n'y a pas meilleure richesse que l'homme. Alors, si on ne développe pas, si on ne forme pas l'homme, on a beau avoir toutes les richesses du monde, on ne pourra rien faire. Donc je pense qu'en Afrique, avant de parler de ça, je pense qu'il faut que nos dirigeants changent un petit peu la vision, qui ne considèrent pas le sport comme un pis-aller. Mesdames, Messieurs, nous voici donc arrivés au terme de cet entretien avec l'entraîneur Florent Ebengue, qui, n'est-ce pas, je le dis encore, nous a fait l'honneur de nous recevoir ici. Vous avez tout entendu, son départ de la République démocratique du Congo pour le Maroc, où il est aujourd'hui avec Renaissance Sportive Berkane, et puis sa vision au niveau du football africain, qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qu'il y a à faire, et puis aussi ses objectifs avec son club où il est installé aujourd'hui. Alors coach, merci encore de nous avoir permis de vous arracher ces quelques mots aujourd'hui. Un grand merci à vous d'être venu me voir. Je sais que vous êtes venu de si loin. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Un petit mot, mais qui dit beaucoup. On ne dit pas souvent, mais voilà, merci. Je rappelle que c'était votre anniversaire aujourd'hui, donc en passant, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Nous sommes tombés au bon moment. Toute l'équipe de DFMs TV vous souhaite un joyeux anniversaire et surtout que vous ayez, n'est-ce pas, une longue carrière dans votre domaine qui est, n'est-ce pas, l'entraînement, et aussi que vous apportiez encore un peu plus de ce que vous avez déjà sur l'encadrement technique en Afrique. Encore bonne chance pour la saison sportive avec le Renaissance Sportive Berkane. Merci beaucoup et longue vie à vous. Alors, chers abonnés, c'est un plaisir. Restez scotchés. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, YouTube ou encore Instagram. Vous aurez, n'est-ce pas, toujours des exclus comme celle-ci. Portez-vous bien.